ici avec Maître Marie-Josée Lafleur, qui est avocate criminaliste au Québec et en Ontario avec Lafleur et Associés ici à Ottawa. Bonjour. Donc, c'est quoi conduire avec des facultés affaiblies? Conduire avec une faculté affaiblie, c'est conduire avec... c'est un terme qui est très, très large. Oui. Pour être reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies, c'est n'importe quel signe de symptômes d'ébriété que le tribunal pourrait considérer comme étant des signes affaiblis. La difficulté de parler, la difficulté de marcher, la coordination, tous ces signes-là, s'il existe, une personne pourrait être reconnue coupable de conduite avec les facultés affaiblies. Et qu'est-ce qui est important, c'est qu'on entend souvent les gens qui disent que c'est en 0.08. On entend toujours là, conduire avec plus de 0.08. Mais ça, c'est pas nécessairement vrai, ça. Non. On peut être, même si on est apporté au poste de police et on souffle en dessous de 0.08, si les symptômes sont présents, on peut quand même, les policiers peuvent accuser une personne de conduite avec les facultés affaiblies, qui est une offense séparée de la conduite avec plus de 80, le 0.08, comme on dit, et puis un tribunal pourrait reconnaître une personne coupable. Donc, c'est intéressant, c'est une définition vraiment large, c'est tout ce qui pourrait affecter la capacité d'une personne de conduire de façon diligente, prudente sur la route pour ne pas blesser d'autres personnes. C'est ça, dans le fond. C'est ça que c'est. Alors, c'est exactement la définition. Et comme vous dites, c'est quelque chose qui est très large, conduite avec les facultés affaiblies. Puis maintenant, quand on parle de conduite affaiblie, est-ce que ça veut seulement dire la surconsommation d'alcool? Souvent, les gens ils pensent que c'est parce que tu as pris un coup, une bière de trop, de l'alcool de trop. Est-ce que ça veut juste dire ça? Non, pas du tout. Le code criminel a été changé et puis une des choses, les facultés affaiblies peut être par l'alcool, peut être par la drogue, peut aussi être par une drogue soit illégale ou par une drogue aussi qu'on prend, mais qu'on n'a pas fait attention aux symptômes et aux effets secondaires. Donc, des prescriptions, là, des médicaments Absolument. qui sont prescrits légalement, ça peut, la définition comprend ça aussi. Absolument. Donc, c'est vraiment la personne qui prend les médicaments a une obligation positive de faire en sorte que ses facultés ne soient pas affaiblies s'il conduit, s'il prend des médicaments. Donc, c'est très large. Mais on va revenir à la définition plus commune qui est de la conduite avec l'alcool, ce qui nous amène à l'échantillon d'haleine. Oui. Est-ce que c'est obligatoire, ça, lorsqu'une personne se fait demander un échantillon d'haleine par un policier? La réponse à ça est très simple, c'est oui. Lorsqu'un policier fait une interception d'un véhicule à moteur et a des soupçons qu'il y a de l'alcool dans le système d'une personne, il peut demander à ce qu'on fournisse un échantillon d'haleine sur le champ, un appareil de dépistage. Et puis l'appareil de dépistage va soit dire échec ou pas un échec. Alors, puis qu'est-ce qui arrive si la personne refuse? Elle ne veut pas? Si la personne refuse, la personne peut, ou les policiers vont déposer une accusation de refus. Il va y avoir une présomption que la personne est en faculté affaiblie si elle veut pas donner, si elle refuse de donner son échantillon. La personne pourrait être accusée de faculté affaiblie ainsi que de refus de fournir un échantillon d'haleine. Et les répercussions pour un refus sont aussi sévères et sérieuses qu'une faculté affaiblie. C'est sérieux. D'ailleurs, c'est un fléau social très, très sérieux qui affecte beaucoup de personnes. Oui, absolument. Si on entend souvent, les gens disent souvent ça, est-ce que je peux attendre dans ma voiture si je suis en faculté affaiblie? Les clés n'étaient pas dans le démarreur, je suis allé sur ma banquette arrière. Ça, comme avocate criminaliste, vous devez l'entendre souvent, celle-là. Pourriez-vous expliquer un peu comment ça fonctionne juridiquement là-dessus? Absolument. Il existe une présomption dans le code criminel que si une personne est assise dans le siège du conducteur, il y a une présomption que sa personne est en garde et contrôle du véhicule à moteur. Alors, une personne qui est assise dans le siège du conducteur, qui dort, les policiers arrivent sur la scène, peuvent accuser la personne de garde et contrôle du véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et garde et contrôle du véhicule à moteur avec plus de 0.08, plus de 80 mg d'alcool dans son système. Alors, si une personne est assise dans le siège du conducteur, oui, les accusations criminelles peuvent être portées.
Alors, même si les clés sont pas, parce que souvent la légende urbaine, c'est que les clés sont pas là. Oui. Puis, même si les clés sont pas là, une personne peut... la présomption est là parce qu'une personne assise dans cette position Ouais. a la possibilité... a la possibilité de partir, puis prendre le véhicule, puis de conduire. de partir ou aussi accidentellement de mettre le véhicule en marche. Alors, c'est pour ça que la présomption existe. Alors, moi, la première chose que je veux dire à mes clients, c'est que si on peut éviter d'être dans le véhicule à moteur, on le fait. Si les circonstances font en sorte que c'est la seule place qu'on peut être, on habite dans une région très froide, il fait moins 40, on n'a pas d'autre place à Il y a une tempête aller. de neige, vous allez mourir si vous sortez. Alors, on doit quand même se protéger. Allez dans la barquette arrière, minimum, faites ça pour se protéger, mais n'allez jamais dans le siège du conducteur. C'est pas une bonne pratique. Donc, c'est totalement, puis c'est déconseillé. C'est ça votre conseil que vous donnez. Mon conseil, c'est vous avez les facultés affaiblies, ne retournez pas à votre véhicule, ne faites pas en sorte qu'on va penser que vous allez conduire pour qu'il y ait une interception par un policier qui vous voit. Allez à votre véhicule, évitez le véhicule à tout prix, allez ailleurs pour dormir, rentrez par le côté du passager s'il faut vous aller chercher quelque chose à votre véhicule, mais ne vous faufilez pas vers... donnez pas l'impression que vous allez conduire lorsque vous avez bu. De toute façon, la meilleure pratique, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite, c'est de prendre un taxi, c'est de s'organiser, de mettre un conducteur désigné. Ça revient à ça. C'est la première chose que je vais dire à tout le monde. C'est le 40 pièces de taxi, c'est le meilleur 40 $ que vous pouvez faire. Non seulement pour pas qu'il y ait des accusations criminelles, mais pour pas que vous preniez la chance de conduire et d'arriver dans un incident qui pourrait changer votre vie pour toujours. C'est vrai. Oui. Donc, quels sont les droits d'une personne qui s'est fait arrêter pour conduite avec faculté affaiblie? Une des choses, dès que la personne est mise en état d'arrestation, les droits sont lus. La personne a le droit de garder silence et a le droit d'avoir accès à un avocat immédiatement. Immédiatement, en voulant dire dans les plus brefs délais. Il y a aussi un droit de pouvoir, dans certaines circonstances, d'avoir accès à un avocat sur le champ si on a un téléphone cellulaire. On peut demander cette question-là au policier. Sinon, on est apporté au poste de police. On a droit à notre avocat. Et puis, on a droit à notre avocat en privé. C'est quelque chose que la Charte sauvegarde très religieusement. Et puis, on a accès à une liste d'avocats. Lorsqu'on arrive au poste de police, si vous n'avez pas d'avocat, je crois que c'est une des questions que tout le monde pose. Tout le monde pose la question, c'est ça. C'est comment je peux trouver un avocat si jamais je suis accusé de... C'est ça. Au poste de police, tous les postes de police ont une liste de tous les avocats qui font du droit criminel. Alors, la liste vous est donnée. Sur cette liste, je sais qu'à Ottawa, il y a des avocats, énormément, la liste est très longue. Il y a des avocats francophones et anglophones. Vous pouvez aller à travers de la liste et vous choisir quelqu'un, si vous parlez français, dont le nom paraît francophone. Et puis, vous pouvez appeler, ou les policiers vont appeler plusieurs de ces avocats-là jusqu'à temps que quelqu'un est disponible pour vous parler. Et puis, vous donnez le droit de parler à l'avocat en privé. Donc, selon vous, la chose la plus importante à comprendre, c'est que c'est sérieux, là. C'est des accusations criminelles qui sont portées contre la personne, puis il faut que ce soit compris de cette façon-là. C'est très sérieux lorsqu'on se fait arrêter par les policiers. Et les gens, plusieurs personnes, lorsque je reçois un dossier, les policiers leur demandent s'ils veulent parler à un avocat, puis les gens disent « Non, je n'ai pas besoin d'avocat, je vais souffler. » Mais pourquoi les gens... Je ne pense pas qu'ils comprennent le sérieux de ce qui leur arrive. Et puis, le droit de garder le silence est un droit important parce qu'on n'est pas dans une position, là, en ce moment, de vraiment bien réfléchir parfois à qu'est-ce qu'on dit. Alors, c'est nous, en tant qu'avocats, on va préserver le droit de garder le silence. S'il faut parler, on va le faire dans un moment opportun, mais sur le champ, là, le droit de garder le silence en est un qui est très important. Il faut s'identifier, mais il ne faut pas tout raconter l'histoire, là, parce qu'on peut parfois se mettre dans plus de pétrin si on commence à tout dire, là. Et puis, tout ce que vous dites va être utilisé contre vous lorsque va venir le temps du procès. OK. Bien, il faut prendre pour acquis que les personnes sont en faculté affaiblie, donc ils n'ont peut-être pas tout leur état d'esprit pour agir de cette façon-là. Vous seriez surpris, parce que ceux qui prennent le temps de me parler et que je reçois la preuve par la suite, les réponses qu'ils donnent sont très différentes lorsqu'ils ont eu le droit à l'avocat que ceux qui n'ont pas eu le droit à l'avocat. Mais ça, une question, je suis certain que ça vous est souvent posé.
est-ce que la personne, lorsqu'elle téléphone son avocat au poste de police, est-ce que le policier a le droit d'écouter la conversation? Vous avez parlé du droit à l'avocat, mais est-ce que le policier a le droit de se mettre proche pour entendre c'est quoi la conversation? Absolument, absolument pas. Le droit à l'avocat, c'est un droit qui est très sauvegardé et protégé, et c'est quelque chose qui doit être fait en privé. Parfois, le policier doit quitter la pièce et la personne a le droit de parler à son avocat en privé. On fait beaucoup de remarques et on approche ce sujet lorsque la personne, par exemple, est arrêtée et apportée à l'hôpital. On s'assure que, rendu à l'hôpital, la personne a le droit à l'avocat et puis que le policier se retire de l'endroit immédiat. Donc, le secret client-avocat, la confidentialité est protégée même dans ces cas-là. Oui, du mieux qu'on peut. Maintenant, ça nous amène à, pour mettre ça en contexte, les conséquences. C'est un fléau social, ça, la conduite avec faculté affaiblie. Il y a des conséquences criminelles pour les personnes qui sont accusées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, Maître Lafleur? Oui, le plus important, je crois, c'est que la personne va avoir un casier judiciaire. Le code criminel a des répercussions bien établies et pour une première offense, une première faculté affaiblie ou refus de fournir un échantillon d'haleine ou conduire avec plus de 0,08 d'alcool dans son système, on perd son permis pendant 12 mois. Une amende minimum... Ça peut avoir une répercussion sur la personne, la capacité qu'elle a de se déplacer, aller au travail, gagner sa vie. Oh, absolument, là. Absolument. Surtout ceux qui doivent conduire pour vivre, tu perds ton permis. Il y a une possibilité, le ministère du Transport nous permet une possibilité de conduire après soit 90 jours ou soit après 6 mois. Mais ça, c'est tout arrangé. Il faut vérifier avec le ministère du Transport pour voir si on peut conduire avec... on voit toute cette machine où on doit faire installer dans la voiture et souffler. Ça, c'est quelque chose qu'on peut s'arranger avec le ministère du Transport si on qualifie pour la machine de notre véhicule. Mais ça, c'est des exceptions, là, de règle générale. C'est pas... C'est nouveau de nos jours, mais c'est quelque chose qui est très cher. C'est une machine qui doit être installée dans le véhicule, qui doit avoir faire des vérifications réguliers. Alors, les répercussions sont énormes. Casier judiciaire, minimum de 1000 pièces d'amende. Il faut faire un cours de réadaptation, et ça, les gens ne le savent pas toujours. C'est qu'il ne faut pas penser qu'on... Reprendre les examens de conduite ou quelque chose comme ça? Un certain cours de réadaptation par rapport à l'alcool au volant que le ministère exige. Alors, si on pense que le 12 mois va passer puis qu'on n'a pas fait le cours, on ne va pas avoir notre permis. Okay. Puis une des choses très importantes, c'est que les assurances vont, on m'avise, tripler. Alors, les coûts sont énormes pour oui, la personne devient plus à risque, va être déterminée plus à risque pour ses assurances. Oui. Puis qu'est-ce qu'il faut se souvenir aussi qu'une deuxième offense, c'est un minimum de 30 jours. Une troisième offense, c'est un minimum de 120 jours. Alors, pour une troisième conduite avec les facultés affaiblies ou refus, c'est minimum de 120 jours. Donc, on ne pourrait plus, avant c'était 90 jours, on pouvait purger la sentence les fins de semaine, mais maintenant, c'est 4 mois fermes de prison, pas de sursis, pas comme on appelle le house arrest, ça n'existe pas. C'est de la prison ferme pour ceux pour prison ferme, là. Prison pour une deuxième et une troisième offense. Pour la deuxième et la troisième offense, Absolument. Comme ceux qui sont répétitifs, là, oui. qui ont des... Puis, de votre expérience générale, Maître Lafleur, vous avez beaucoup d'expérience comme avocate criminaliste. Comment vous voyez ça? Comment les tribunaux, les juges, c'est quoi leur tendance vis-à-vis des personnes qui sont accusées de conduite avec faculté affaiblie? Tendance de quelle façon? Comment ça se déroule devant les cours, normalement, au niveau... Est-ce que c'est pris au sérieux par les tribunaux, cette question-là? Oui, c'est pris très, très, très au sérieux par les tribunaux. Maintenant, il y a beaucoup moins de défense en droit possible. Alors, il y a beaucoup de monde qui plaide coupable. Et c'est surprenant le montant de gens qu'on voit encore devant les tribunaux qui plaident coupable à une faculté affaiblie. Je ne sais pas si la sensibilisation n'a pas tout à fait envoyé son message ou les gens sont très têtus, mais ça n'a pas fait l'effet qu'on pense qu'on devrait voir parce que beaucoup de gens plaident encore coupables à des facultés affaiblies et encore, pas seulement que la génération comme de nos parents, mais la génération de jeunes de 19 ans devant un tribunal Donc, qui plaide coupable. Maître Lafleur, merci beaucoup de nous avoir amené à ça, à la conduite à faculté affaiblie, nous avoir aidé à comprendre.